Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'entretien politique sur First Africa TV. Le processus électoral suit son cours pour le compte des législatives. De janvier 2023, la Commission électorale nationale autonome a réceptionné la liste électorale informatisée de l'Agence nationale d'identification des personnes, l'ANIP. Dans la même foulée, la Commission a également fait des observations aux partis politiques dont les dossiers ont été réceptionnés il y a quelques jours. Alors, à quoi s'attendre pour la suite du processus? Peut-on s'assurer de la participation des partis des plus en vue dans l'arène politique béninoise? Pour répondre à ces quelques questions sur ce plateau, Antoine Adoukonou, analyste politique. Monsieur Adoukonou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, les choses avancent très bien du côté de la commission électorale. Quelle appréciation faites-vous du respect d'abord des délais qui se fait depuis que les choses ont démarré? Je vous remercie beaucoup. Je crois que nous devons féliciter la Sénat, puisque la Sénat, à l'épreuve du temps, est en train de montrer qu'elle se professionnalise. De plus en plus, nous avons une Sénat qui reste très exigeant sur la loi. Et vous allez voir que le calendrier électoral qu'il a publié fait toujours mention des tests qui sont appliqués pour mettre en place ce calendrier. Et donc, la question des délais est bien respectée. Et je crois que si l'institution même qui est chargée d'organiser les sélections reste aussi attachée aux tests, ça doit servir de repère pour nous les politiques, à savoir que la loi, certes, elle est due, mais elle reste la loi. La liste électorale la liste électorale informatisée, bien sûr, qui a été transmise à la Sénat, est-ce qu'elle vous inspire confiance? Oui, je crois qu'elle m'inspire confiance. D'autant plus que d'abord c'est une liste informatisée, elle n'est pas manuelle, et puis elle est extraite d'un registre, le registre national des personnes physiques, le RAVIP, qui est quand même un instrument avant tout administratif en termes d'état civil, avant qu'on extrait les électeurs. Ça veut dire que la source d'extraction n'a pas une vocation politique, elle a une vocation d'état civil. Donc tout le monde est dans cette base-là, et maintenant on en fait l'extraction. Ce qui fait la différence peut-être entre la LEPI ou la base, et qui est le RENA, est quand même une base des électeurs, une base des électeurs potentiels. Ici, la source d'extraction, c'est d'abord une source neutre, pas politique. Le RAVIP, c'est tout le monde, tous les Béninois, les citoyens béninois qui y sont présents. D'accord? Donc, l'extraction, la source d'extraction même, inspire confiance parce que c'est une source apparemment politique. Deuxième élément, la classe politique, dans son ensemble, a quand même, suite à quelques récriminations, réessayé de voir la liste, ne serait-ce que sur un certain nombre d'aspects. Et vous avez vu, on l'a appelé un audit du fichier. Et après cet audit, on n'a pas eu de son de cloche contraire qui peut nous dire que, bon, il y a encore des choses à redouter. Est-ce que c'est pas trop tôt de le dire? Non, vous savez, un travail humain ne peut pas être un travail à 100% sans erreur. Mais si déjà les acteurs qui sont concernés par les élections, les partis politiques, ont pu accorder leur violon pour dire que oui, cette liste, elle est une liste consensuelle, elle est une liste acceptable pour nous conduire aux élections. Je crois déjà que
Et nous pouvons à partir de là dire que cette liste quand même inspire confiance. Alors, vous parlez de l'audit, hein? On n'a plus évidemment eu de suite, parce que rien ne semble avoir été dit de ce qui est sorti de cet audit-là. Est-ce que l'inquiétude ne reste pas? Non, vous ne pouvez pas dire que rien ne semble être dit. À la sortie de ce conclave entre les partis politiques et l'ANIP, à l'arrivée, les partis politiques, ou du moins les représentants des partis politiques à cette séance, se sont prononcés. Et ça, c'était lors de la rencontre. Même Jean-Baptiste Elias, qui était la figure de proue, aussi s'est prononcé. Donc, plus ou moins, puisqu'il y avait aussi les partis de l'opposition, en l'occurrence même les démocrates, qui étaient de la partie représentée, bien sûr, par le président. Donc, s'il y avait vraiment péril à la demeure, vous auriez dû entendre d'autres sons de cloche qui disent le contraire, que ce qu'ils ont vu n'est pas digne d'organiser une élection crédible. Si vous n'avez pas eu ça, que tous ceux qui ont intervenu, Alain Adiou, Hassan Seibou, tous ceux qui étaient là, on dit la même chose, que c'est acceptable. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse foi à cette liste-là. Mais est-ce que vous ne voyez pas que la célérité avec laquelle les choses ont été faites laisse quand même toujours à désirer? Non, pourquoi vous parlez de célérité? En fait, la LEI, c'est pourquoi je vous ai dit au prime abord que la LEI est extraite de RAVIP, d'un registre qui est un registre purement administratif d'état civil. Ça veut dire que, au fait, un travail était déjà fait. Le vrai problème aujourd'hui, c'est d'extraire de ce RAVIP ceux qui remplissent les conditions pour être électeurs. Et c'est ça que l'ANIP a fait. Quelques problèmes qui devaient surgir, c'est beaucoup plus la question puisque dans l'ANIP, dans le RAVIP, il y a les Béninois comme les étrangers. Mais la loi a prévu qu'au niveau des registres communaux, on puisse séparer ceux qui sont les nationaux de ceux qui sont les étrangers. Ça veut dire qu'il y a un registre également des nationaux. Et comme il faut être béninois avant d'être électeur, c'est dans cette base-là qu'on a sorti certainement la liste. Il peut y avoir aussi quelques problèmes des centres de vote, puisque en tout cas le véritable problème qui se posait même, c'est ça. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'ANIP, le recensement qui a été fait est un recensement administratif à vocation d'identification personnelle. D'accord? Ce n'est pas un registre des électeurs qui a été fait. Donc, les gens ne renseignent que sur leur résidence. En voulant faire le RAVIP, on va vous demander votre résidence, mais on ne vous demandera jamais votre centre de vote. Donc, en voulant extraire la LEI, on a rattaché les résidences au centre de vote. Alors qu'en réalité, il y a eu des déplacements, des mutations, tout ça là. Là, est-ce que ça ne constitue pas déjà un problème? Non, le problème a été réglé. C'est tous ces problèmes qui ont fait que la question d'inquiétude qui a poussé à l'audit, ou bien quand on a affiché la LEIP, la liste électorale provisoire, on a constaté que les gens qui sont dans un village, mais le centre de vote se retrouve ailleurs, c'est normal, par compte de ce que je vous ai dit. Et donc on a essayé de faire le rapprochement jusqu'à retrouver aujourd'hui l'équilibre. C'est ça qui a constitué le gros lot du travail qui a été fait en termes d'audit. Et
je dois vous dire qu'aujourd'hui, nous devons féliciter l'ANIP parce que l'ANIP a évolué et par des messages aujourd'hui, on vous indique votre centre de vote. Mais tout le monde ne sait pas lire. Tout le monde ne sait pas lire, mais il faut le faire et les partis politiques doivent jouer aussi leur partition pour dire que lorsque vous avez un message, il faut faire lire. Les partis politiques doivent faire cet effort-là parce que les centres de vote aujourd'hui parfois peuvent différer par rapport aux anciens postes de vote compte tenu de ce que je vous ai dit. Mais si vous avez un message qui vous renseigne de façon précise, vous ne pouvez plus vous perdre. Deuxième élément, il y a des gens qui ne savent même pas s'ils sont électeurs. Parce que la loi dit qu'il faut avoir 18 ans pour être électeur. Vous êtes allé faire le RAVIP. Si quelqu'un fait par exemple la LEPI et n'est pas allé faire le RAVIP, il ne sera pas électeur. Il ne peut pas retrouver son nom sur la liste électorale. Pour savoir ceux qui sont dans ce cas, les messages étaient nécessaires pour que ceux qu'on a introduits maintenant sur la liste électorale qui ont 18 ans puissent savoir que oui, nous avons été pris en compte et voilà notre centre de vote. Revenons maintenant au niveau de la commission électorale et les formations politiques. Des observations ont été faites le jeudi dernier à certaines formations politiques. Une serait disqualifiée et d'autres seraient également, auraient été irréprochables. Alors, comment pensez-vous que ceux qui ont reçu des observations ont encore la chance de se rattraper? Ils ont 72 heures. Bon, je crois que on souhaite qu'ils se rattrapent, puisque notre souhait, c'est de voir tous les partis politiques qui, tout au moins, manifestaient le désir d'aller aux élections, puissent y aller pour que ces élections soient une fête, pour qu'on ne parle plus d'exclusion entre griffes. C'est notre souhait, puisque aucun Béninois n'aurait souhaité que les élections, au lieu d'être une fête, débouchent sur la violence. Parce que les questions d'exclusion, dit-on, sont des questions souvent qui débouchent sur la violence. Donc, c'est pourquoi j'ai dit mon souhait, c'est que tout le monde puisse participer. Cependant, le législateur a mis quand même des garde-fous. Ne va pas aux élections le parti politique qui veut, mais c'est le parti politique qui a rempli les conditions prévues par la loi. Ça voudra dire quoi? Nous avons... Les notifications étaient faites. C'est la loi qui l'a prévu. C'est le législateur qui l'a prévu pour que lorsque, après 8 jours d'études approfondies des dossiers, la Sénat notifie les fautes ou bien les irrégularités observées et que les gens puissent, pendant 72 heures, se mettre à jour. Cela suppose en fait que il devait avoir seulement quelques petits problèmes. C'est vrai, au regard de la loi, la déclaration de candidature ne vous oblige pas nécessairement à faire accompagner la déclaration de toutes les pièces. Vous pouvez aller... Déclarer avec des pièces manquantes. Oui, avec les pièces manquantes. L'essentiel pendant la déclaration, c'est d'être en mesure de représenter le candidat dans les 24 circonscriptions électorales. Puisque la loi dit que les listes de candidatures aux élections législatives et communales, le parti qui est partant doit présenter de listes dans les 24 circonscriptions électorales. Si je ne sais pas les motifs qui ont conduit au rejet de ce parti, mais si c'est déjà à la déclaration qu'on rejette, cela suppose qu'il y a un problème
au niveau de la plénitude des listes, ou des candidats. Soit les candidats ne sont pas au nombre, ou bien on a présenté des candidats mineurs. Voilà que la loi ne permet pas de changer de candidat. Lorsque je vais faire une déclaration de candidature et je mets l'acte de naissance d'un candidat et qu'on constate par exemple, ne serait-ce que par rapport à l'âge de ce candidat, il n'a pas atteint l'âge requis, c'est-à-dire 18 ans, ou bien, je ne sais pas, il y a un âge là, pour être candidat, on sera obligé de déclarer invalide cette liste. Donc, ceci dire, le rejet d'une liste à cette étape de la procédure n'a rien à voir avec les pièces constitutives. N'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec les pièces constitutives. Pendant la déclaration, il suffit seulement d'aller avec tous les candidats des 24 circonscriptions électorales. Cependant, si vous introduisez des pièces qui renseignent que le candidat n'a pas l'âge requis ou bien n'est pas éligible, ne présente pas les critères d'éligibilité à travers les pièces, on peut invalider le candidat. Et comme on ne change pas de candidat, on peut invalider en même temps la liste. Si ce n'est pas ce cas-là, ne serait-ce que par rapport à la déclaration, on ne peut pas rejeter de candidature. La loi dit que les rejets de candidature sont motivés. Ça veut dire que la CENA, en rejetant cette liste, certainement aurait dû mentionner dans le document de rejet les motifs qui ont sous-tendu ce rejet. La loi dit, si ce parti, le parti qui est rejeté, n'est pas d'accord, le parti dispose de 48 heures pour saisir la juridiction compétente. En la matière, c'est la Cour constitutionnelle qui est compétente pour connaître du contentieux électoral lorsqu'il s'agit des élections législatives. Donc le parti a 48 heures pour saisir la Cour. La Cour dispose de 5 jours pour se prononcer. C'est ce que le législateur a prévu. Ça veut dire que l'étape de rejet ne s'arrête pas à la CENA. Si la CENA vous rejette, il motive pourquoi il a rejeté. Et vous avez la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle dans les 48 heures qui va statuer. Bon, on suppose que je suppose que ce parti qui a été rejeté est dans ce processus-là et on verra les résultats. C'est après maintenant les 72 heures que si en matière de pièces, un parti n'est pas à jour, s'il manque une seule pièce dans le dossier d'un seul candidat, on invalide la liste au plan national. Puisque la loi dit qu'il faut présenter de candidats dans les 24 circonscriptions électorales. En présentant dans 23 circonscriptions et demi, vous n'avez pas présenté dans 24. Donc on rejette l'ensemble des candidats de la liste. C'est à peu près le travail auquel la CENA va s'atteler d'ici mercredi. Et après ça, maintenant, la CENA va se prononcer sur les partis politiques qui ont satisfait aux exigences de la loi et va procéder à la publication des listes de ces candidats. Je terminerai en disant que il faut remarquer que la CENA ne fait pas la loi. La CENA ne fait qu'appliquer la loi. Lorsque vous n'avez pas un quitus fiscal dans votre dossier, il ne revient pas à la CENA de chercher à savoir si c'est parce que vous êtes un parti de l'opposition qu'on ne vous a pas donné le quitus
c'est parce qu'il y a problème ou bien la CENA n'est pas dans ces détails. La CENA n'est que dans la partie où il observe si les pièces demandées sont à jour. Voilà. Parlant du quitus fiscal, il y a certains partis dont les candidats n'ont pas encore obtenu leurs quitus fiscaux. Comment vous trouvez cette situation? Non, je crois que c'est une situation un peu délicate au regard d'abord de la nature de cette pièce et au regard du fait que lorsque on ne l'aurait pas peut-être obtenu, cela va entraîner l'invalidation certainement de la liste. La question du quitus fiscal d'abord, je pense que peut-être que le législateur va évoluer progressivement, sinon qu'aujourd'hui, ce qui est prévu lorsque vous faites la demande, la DGI dispose de 15 jours, je crois, hein, pour vous donner satisfaction. Et lorsque vous n'êtes pas à jour, on vous notifie que vous n'êtes pas à jour, on vous notifie les impôts. Dès que vous payez, on en soit 12 heures pour vous délivrer le quitus. Ça veut dire que les problèmes qui sont là, nous prions le Seigneur que les gens puissent payer leurs impôts et que le quitus soit délivré. Mais 72 heures, par rapport à la Sénat, c'est déjà sérieux. Il se pose également un problème important que peut-être on va essayer de clarifier après, puisqu'il y a des gens qui disent que ils sont des personnes physiques. Ils demandent le quitus en tant que personne physique et on les relie à la société qui est une personne morale. Donc, qu'est-ce que la loi a dit? Qu'est-ce qu'on fait? Tout ça là, il faut que le législateur... Vous voulez dire que c'est ces genres de paramètres qui font que certains candidats n'ont pas encore... Bon, il y a tout ça là. Non, la DGI, sa méthode de travail, c'est des professionnels qui sont là. À ce que j'aurais appris même, c'est que la DGI aurait énuméré les différents types d'impôts concernés, spécialement par le quitus, pour les élections législatives. Ça a été fait avant ou Avant, on a réuni les partis politiques. Le DGI a réuni les partis politiques pour leur notifier de quel impôt il s'agit. Et donc, en principe, ceux-là qui sont épinglés doivent être épinglés à la justice. Ce que je dis, l'essentiel c'est qu'il arrive à payer les impôts pour rentrer en possession de ce sésame. Cependant, je vais soulever peut-être un aspect politique de la chose. Oui. J'ai dit, en réalité, si, comme certains partis l'ont fait d'ailleurs, les candidats qui n'ont pas pu avoir leur quitus fiscaux, il sait à quoi de les positionner. Dans un contexte pareil où on n'a pas la possibilité de changer de candidat, est-ce qu'un parti politique ne prend pas un grand risque en mettant sur une liste électorale qu'il va déposer à la Sénat un candidat qui n'a pas de quitus fiscal? Vous-même, vous venez de le souligner ici, le complément de pièces après avoir déposé les dossiers de candidature. Ceci dire, les listes peuvent être constituées. C'est ça, j'ai dit. Le quitus fiscal n'est pas une pièce comme les autres. Le quitus fiscal, ce n'est pas un certificat de résidence où en 1 minute ou bien en 2 minutes, on vient chez le maire peut signer. C'est un document qui demande un travail technique au niveau de l'administration fiscale et c'est des impôts à payer. Donc, quoi je dis, ne serait-ce que par rapport à cette pièce-là, le risque est énorme. Un candidat qui n'a pas peut-être sa carte d'identité nationale ou bien qui n'a pas son CIP, le risque n'est pas le même qu'un candidat qui n'a pas eu son quitus fiscal. Les partis en le faisant certainement voyaient la faisabilité.
J'ai dit, voyez la faisabilité. Et si ce n'est pas fait? La preuve, on est là aujourd'hui où on publie les choses. On n'a pas une source formelle, mais on dit, bon, voilà des partis politiques qui doivent près d'1,5 milliard d'impôts. Est-ce que vous pensez que raisonnablement, on peut payer 1,5 milliard d'impôts avant d'avoir un quitus pour aller déposer? Pourquoi ces candidats qui sont dans cette situation-là, qui n'ont pas pu avoir le quitus, on les a déclarés sur la liste? C'est moi ma préoccupation. C'est toujours dans le souci de ne pas voir qu'on rejette des listes électorales à la Sénat que moi je préconise cette formule. Dans le parti, il y a d'autres qui ont eu de quitus fiscaux. Ils sont aussi des militants du parti. À l'impossible, ils n'est tenu. Ce n'est pas parce que dans une équipe de football, le capitaine a eu un carton rouge et ne pourra pas jouer le prochain match, que le match n'aura pas lieu, que la victoire n'aura pas lieu. On a toujours trouvé un joueur pour le remplacer, pour avoir les 11 pour faire le jeu. Mais si on doit s'en tenir en disant que sans le capitaine, le match n'aura pas lieu, et qu'on met le capitaine malgré qu'il soit fort par rapport au test pour jouer, le match sera joué, mais le match ne sera pas validé. On est dans un cas d'espèce, c'est ça que je dis. Si ces candidats qui n'ont pas eu de quitus fiscaux, on les aurait simplement ne pas les positionner. Aujourd'hui, on ne parlerait même pas de problème de quitus fiscal, puisque certainement il y en a plusieurs militants qui ont eu les quitus, mais qui n'ont pas été positionnés. Et les quitus sont là. Et au même moment, on positionne des gens qui n'ont pas de quitus, et c'est à cause de ça qu'on va invalider la liste de tous ceux qui ont pu avoir le quitus fiscaux. C'est pourquoi je dis que ça, là, c'est une stratégie politique que moi je conseillerais aux partis politiques. Lorsque quelqu'un n'a pas son quitus fiscal, il vaut mieux ne pas le positionner. Mais on a l'impression aussi que la plainte se fait beaucoup plus du côté de l'opposition. Est-ce à dire que c'est une sorte de victimisation où les partis de la mouvance ont pu opter pour la non-communication là-dessus? Non, je crois que c'est toute communication a sa vocation aussi. Vous êtes journaliste, je ne vous apprends rien. On ne communique pas pour communiquer. Sinon que les difficultés auxquelles nos amis de l'opposition sont confrontés, ces difficultés aussi, on en a dans la mouvance présidentielle. On entend moins parler de ça. Oui, c'est parce que on entend moins parler de ça parce que certainement les partis de l'opposition se mettent dans une victimisation pour avoir peut-être le peuple de leur côté, puisqu'on sait que le Béninois a l'habitude de se ranger du côté de la victime. C'est pourquoi peut-être on est en train de faire tout cela, sinon que les difficultés ont été les mêmes pour tout le monde. Il y a des candidats potentiels de la mouvance qui n'ont pas obtenu leur quitus fiscaux et que ne serait-ce que pour ça, ils n'ont pas été positionnés. Moi, j'ai eu le mien difficilement. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois que je me suis présenté à la DGI avant d'avoir mon quitus. Même si on ne vous trouve rien, on vous amène à prendre encore un engagement sur l'honneur qu'effectivement, vous ne restez pas devoir des impôts à l'administration fiscale et vous signez encore cet engagement avant qu'on ne vous donne le quitus. Donc, la DGI ne veut pas voir si c'est de la mouvance. Lui ne voit devant lui qu'un demandeur de quitus fiscal. Donc le problème, il est le même partout. Alors, à l'étape de la procédure, est-ce que vous avez l'assurance que plusieurs partis vont prendre part? Je parle bien sûr des partis qui sont déjà enregistrés au niveau de la Sénat et qui continuent la procédure, qui vont se retrouver en liste pour le 8 janvier prochain. Je le souhaite vivement.
Je le souhaite vivement parce que dans l'ensemble, bon, il n'y a que peut-être le parti, les démocrates, qui crient qu'ils ont des problèmes de questions fiscaux jusqu'à ce seuil. Sinon que dans les notifications, tous les autres partis politiques, sauf peut-être le bord républicain, ont eu des notifications, il y a eu quelques quitus qui manquent, etc. Et ces partis s'affairent à aller faire le complément. L'Union progressiste l'a déjà fait, les autres viendront le faire certainement. Et je souhaite que même les démocrates puissent avoir ce sésame-là pour ne pas manquer la compétition, parce que moi personnellement je le veux dans la compétition. Je ne veux plus que la Sénat rejette des listes et qu'on commence des commentaires qui n'y sont pas. Je veux que tout le monde soit dans la compétition et que le peuple seul soit le vainqueur. Que le peuple tranche par rapport aux partis politiques en lice. C'est mon souhait. En souhaitant la compétition, c'est-à-dire qu'il faut faire les concessions et laisser la loi? Non, c'est justement pas. Mon souhait, ma volonté est tributaire aussi du respect des textes de la République. Sinon, le scrutin ne serait pas égal. Le scrutin ne serait pas égal. On aurait commencé déjà par avantager certains au détriment d'autres. En quoi d'autres vont s'échiner à donner toutes les pièces pour tous leurs candidats et que d'autres seront favorisés. Je ne suis pas dans ce schéma. Ma prière, c'est que tout le monde soit à jour vis-à-vis des pièces et que la Sénat ne trouve pas des fautes majeures dans les dossiers, puisque les fautes mineures, malgré que c'est vrai que c'est pas bon à entendre, mais ce que la Sénat disait est inévitable. Il va toujours avoir des fautes mineures en voulant écrire un nom où il y a peut-être E accent aigu sur l'acte de naissance et que sur le certificat de résidence, par exemple, on n'a pas fait attention de mettre l'accent aigu. Est-ce que la Sénat va dire que entre le certificat de résidence et l'acte de naissance, qu'il n'y a pas compatibilité, pour cela, il invalide le candidat et par conséquent la liste de l'ensemble du parti? Vous voyez, non? C'est ça, ce qu'on appelle les fautes mineures. Au fait, ce qu'on dit là, c'est la réalité. Dans l'étude des dossiers, la Sénat serait amenée sur un certain nombre de cas qu'il peut comprendre et ne pas invalider une liste à cause de ça. C'est quand c'est vraiment un problème de la loi. La Sénat ne voit pas le certificat de résidence, par exemple. Voilà. Alors que la loi l'exige, la Sénat peut invalider. Mais avec l'exemple que je vous donne là, parce qu'il n'y a pas accent aigu ici, il n'y a pas accent aigu là-bas. Là. Si la Sénat doit tenir compte de ça, c'est que aucune liste peut-être ne serait retenue. C'est pourquoi je dis que la Sénat va faire son travail et s'il y a des fautes majeures, la Sénat se verrait dans l'obligation d'invalider les listes. Monsieur Adoukonou, nous sommes au terme de cet entretien. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est d'abord de vous remercier pour cette opportunité que vous m'offrez pour me prononcer sur quelques sujets brûlants de l'actualité sociopolitique. Et profiter pour dire que nous sommes dans une période un peu spéciale de notre vie démocratique. Il faudrait que chacun joue sa partition. Que ce soit du côté des professionnels des médias, que ce soit du côté des institutions impliquées dans le processus, que ce soit du côté des partis politiques, que ce soit du côté de la population en général. Il faut que chacun joue sa partition pour que, au soir du 8 janvier 2023, le peuple béninois soit le seul gagnant et que la démocratie règne et vive longtemps au Bénin.
Merci, Monsieur Adoukonou. Fin de cet entretien. Merci à vous également, chers internautes. À très vite pour un prochain numéro.